C'est lui. Il est revenu. Ces mots ont résonné dans l'air comme un coup sec qui fait trembler. Je suis resté figé sur le seuil de ma porte, incapable de prononcer un son. Lui, là, sur le palier de mon petit appartement des Gobelins, me fixait de ce regard sombre qui m'avait hanté toute ma jeunesse. 35 ans. 35 ans sans le voir. Et voilà qu'il réapparaît un soir de janvier, alors que je préparais tranquillement mon dîner. Quand il a sonné, j'ai senti mon cœur se figer. Je l'ai fait entrer, plus par automatisme que par réelle envie. Il a ôté son manteau, s'est installé à la table où j'avais posé une assiette de soupe encore fumante. Pendant plusieurs minutes, aucun mot n'est sorti. Je l'observais en silence, remarquant ses mains plus rugueuses, sa chemise légèrement froissée, et cette odeur d'homme à la fois étrangère et étrangement familière malgré toutes ces années. « Tu ne dis rien ?» a-t-il fini par demander. Je tournais la tête, les mots me manquaient. Il a soupiré, ses yeux se perdant vers la fenêtre qui donnait sur les toits mouillés de la rue Claude Bernard. Puis il a brisé le silence. « Je sais que j'ai été lâche. Je ne mérite pas ton pardon, mais je devais te revoir. » À cet instant, j'ai cru que la colère allait m'emporter. Je me voyais lui hurler tout ce que j'avais subi seul, les factures, les nuits blanches, l'humiliation d'une femme abandonnée avec un enfant, les années à baisser les yeux devant ceux qui murmuraient derrière mon dos. Mais il n'y a eu rien. Juste ce silence pesant, ce poids familier sur ma poitrine. Je me suis levée, j'ai pris une deuxième assiette dans le buffet et j'ai servi la soupe. Je me suis rassis face à lui et j'ai commencé à manger lentement. Nous avons partagé ce repas comme deux étrangers assis à la même table. Plus tard, il a parlé. Il a avoué qu'il n'avait jamais refait sa vie, qu'il avait essayé sans succès, et qu'il avait pensé à moi à chaque étape, chaque ville, chaque emploi qu'il avait quitté. Je n'ai rien répondu. Je l'écoutais sans vraiment écouter, car au fond de moi, une question commençait à grandir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi revenir après tant d'années ? Quand il est parti, vers minuit, j'ai refermé la porte derrière lui et je suis resté immobile dans l'entrée. Je sentais que quelque chose clochait, mais je ne savais pas encore quoi. Les jours qui ont suivi, il est revenu. Chaque soir, il montait les escaliers de mon immeuble et frappait à ma porte. Parfois, il apportait quelques fleurs ou de petits sacs en papier contenant du pain ou des pâtisseries. Il essayait de sourire, maladroitement. Il parlait du passé, répétait ses excuses encore et encore, et moi, je restais presque silencieuse. Je le laissais parler, je le laissais s'installer sur une chaise, et je l'observais. Et chaque soir, la même question revenait dans mon esprit, pourquoi ? Puis, un soir, alors que je sortais les poubelles, la concierge m'a arrêtée. Elle avait ce regard étrange, presque compatissant. Elle m'a raconté l'avoir croisé dans la cour et entendu parler au téléphone, au fond du couloir. Il ne parlait pas de moi, mais d'argent. Il disait qu'il fallait lui faire signer certains papiers avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson glacé m'a parcouru jusqu'au bout des doigts. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise dans la cuisine, la tête entre les mains, revivant chaque geste, chaque sourire, chaque mot qu'il m'avait adressé depuis son retour. Et soudain, je me suis sentie vieille, épuisée, car au fond de moi, je le savais déjà. Je l'avais toujours su. Alors, j'ai décidé de vérifier. Le lendemain, après son passage, je suis allée à la mairie du 5e, puis à la banque où nous avions autrefois un compte commun. Les réponses ont pris quelques jours, mais elles ont suffi. Il n'était pas revenu pour moi. Il était revenu pour l'appartement, ce 2 pièces des Gobelins que j'avais payé seul année après année et qui avait pris de la valeur. Il était revenu pour l'argent. J'ai tout rassemblé dans un dossier que j'ai glissé sous mon lit. Le soir suivant, comme à son habitude, je l'ai attendu. J'ai dressé la table, préparé un plat chaud. Il est arrivé, frappant à la porte, entrant avec un sourire presque soulagé. Et moi, je l'ai regardé droit dans les yeux, plus longtemps que d'habitude. Dans ce silence que j'avais appris à chérir, j'ai compris que la suite m'appartenait. Et vous, qui m'écoutez maintenant, je voudrais savoir d'où vous venez. Écrivez-le-moi dans les commentaires. Dites-moi votre ville, votre histoire. Avez-vous déjà ouvert les yeux trop tard ? Avez-vous déjà découvert un secret que vous auriez préféré ignorer ? Je suis là, je vous écoute toujours. Ce soir-là, dans ma cuisine des Gobelins, alors qu'il me parlait encore de l'avenir, je me suis juste dit, demain, ce sera moi qui parlerai. Demain, ce sera moi qui déciderai. Après 35 ans, je ne laisserai plus jamais personne m'arracher ce que j'ai bâti seul. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée avant même que le jour ne se lève sur les Gobelins. Je suis restée allongée un long moment, les mains croisées sur la poitrine, écoutant le silence de mon appartement. Pas un bruit, à part le ronronnement lointain des bus de la RATP dans la rue et les pas feutrés de la concierge dans la cour. Je fixais le plafond, laissant mes souvenirs remonter le fil de ces 35 années. Je me souvenais du jour où il était parti. Il pleuvait, comme aujourd'hui. Une pluie fine collait aux vitres, rendant la lumière triste et froide. Il avait jeté sa valise sur son épaule, enfilé un manteau et m'avait simplement dit « Je ne peux plus ». Comme si ces 4 mots suffisaient à effacer tout le reste. Je n'avais rien dit, pas même tenté de le retenir. J'avais gardé ma dignité, comme toujours. Je me rappelle avoir refermé la porte derrière lui, posé mes mains à plat dessus et senti le froid du bois traverser ma peau. Je savais qu'il ne reviendrait pas. Et ensuite, ce fut une longue traversée. D'abord les mois, puis les années. Élever seul notre fils, travailler jour et nuit, payer le loyer, supporter les regards de pitié des voisines, ignorer les commérages. Je m'étais usée peu à peu, mais j'avais tenu bon. À 50 ans déjà, je sentais le poids des années dans mes épaules et dans mes mains. Aujourd'hui, je portais chaque décennie de fatigue accumulée. Alors pourquoi revenir maintenant ? Je me levai, m'habillai et descendis dans la rue, mes clés serrées dans la main, le col de mon manteau relevé contre le vent glacial. Je me dirigeai vers la boulangerie, saluai la boulangère d'un signe de tête, achetai ma baguette et rentrai chez moi, l'esprit encombré de questions. En remontant les escaliers, je croisai la concierge qui me lança un regard entendu. « Il est revenu hier soir, hein ?» Je me contentai de lui adresser un petit sourire, signifiant que je n'avais rien à dire. Mais dans ma poitrine, colère, honte et suspicion formaient un nœud impossible à défaire. De retour chez moi, je posai la baguette sur la table et sortis la chemise que j'avais glissée sous le lit. J'ouvris les papiers que j'avais récupérés la veille à la mairie et à la banque. Tout concordait parfaitement. Il n'était revenu que pour l'appartement. L'homme que j'avais tant aimé, tant attendu, celui pour qui j'avais refusé de refaire ma vie, celui dont j'avais défendu l'honneur quand tout le monde le traitait de lâche. Cet homme n'était revenu que pour l'argent. Je passai l'après-midi à relire chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, chacun de ses regards des derniers jours. Tout ce qu'il m'avait dit de « tu m'as manqué », je pensais à toi chaque jour, son sourire timide devant mon assiette de soupe, ses mains qui se posaient parfois sur la table comme pour chercher les miennes, tout sonnait faux maintenant. Tout n'avait été que calcul, préméditation. Et malgré moi, malgré la douleur, je ne pleurais pas. La colère avait remplacé les larmes et cette colère me permettait de tenir debout. Le soir venu, comme chaque jour depuis une semaine, il sonna à ma porte. Je l'ai laissé entrer, comme d'habitude. Je lui servis une assiette et m'assis en face de lui, le laissant parler. Il parlait toujours beaucoup. Il racontait ses années loin d'ici, ses voyages, ses galères, ses regrets. Moi, je l'écoutais avec un léger sourire, comme si je croyais encore à tout ce qu'il disait. Mais cette nuit-là, quand il partit, je me levai aussitôt pour vérifier la serrure de la porte. Je la verrouillai à double tour. Puis je me glissai dans ma chambre, pris un carnet vierge et commençai à écrire. Je notai ses paroles exactes, ses gestes, les mots qu'il choisissait, les regards en coin. Page après page, jusqu'au petit matin. Je savais déjà que ce carnet serait ma meilleure arme le moment venu. Les jours suivants, je continuais de jouer le jeu. Je l'accueillais toujours avec le même calme, le même silence attentif, la même assiette posée devant lui. Je ne répondais que le strict nécessaire, ni plus, ni moins. Et lui, il souriait, persuadé que je baissais ma garde. Je voyais dans ses yeux cette lueur que je connaissais trop bien, la convoitise. Et tandis qu'il croyait me manipuler, je poursuivais en silence la mise au point de mon plan. J'avais pris rendez-vous chez un notaire, puis chez un avocat. Je leur présentais l'ensemble des documents, toutes les preuves accumulées. Je racontais, avec calme, l'histoire dans les moindres détails. Un mari disparu depuis 35 ans, sans divorce officiel, sans aucune nouvelle, qui revenait maintenant réclamer une part d'un appartement entièrement payé de mes deniers. Ils acquiescèrent en silence et confirmèrent mes droits. Ils ne possédaient aucune légitimité. La loi était entièrement de mon côté. En sortant de ce dernier rendez-vous, le soleil se couchait doucement sur les toits des Gobelins, et un sentiment de calme glacial m'envahit. La peur n'existait plus, la honte avait disparu. Je savais exactement ce que je devais entreprendre. Le soir suivant, quand il frappa à ma porte,
Je l'accueillis avec un sourire un peu plus franc que d'habitude. Il entra, retira son manteau et me lança. « Tu sais, je me dis que peut-être je pourrais rester ici. C'est spacieux, c'est agréable. Après tout, je suis encore ton mari, non ?» Je hochai la tête lentement et répondis simplement « Oui, reste. » Mais au fond de moi, je savais déjà qu'il repartirait bientôt. Et cette fois, ce départ serait définitif. Le lendemain, je me levai bien avant l'aube, dans le silence glacé de mon appartement des Gobelins. La lumière du jour ne filtrait pas encore à travers les rideaux, mais je n'avais nul besoin de voir pour savoir ce que je faisais. Tout était en place. Sur la table, j'avais soigneusement disposé les documents notariés prouvant que j'avais financé seul cet appartement. Les relevés bancaires, la lettre de mon avocat, et, sur la dernière page, une demande officielle constatant l'abandon de domicile et sollicitant enfin le divorce. Je restai quelques secondes à contempler le dossier, puis je le refermai d'un geste sec. Ce matin-là, je pris le temps de me préparer avec un soin particulier. Je revêtis ma robe en laine bleu marine, réservée aux grandes occasions. Je me coiffai, appliquai un rouge discret sur mes lèvres. Face au miroir, je ne vis plus la femme résignée d'autrefois. Je me voyais droite, déterminée à faire disparaître la peur de ma vie. Il arriva vers 9 heures, comme à son habitude. Je l'entendis gravir lentement les escaliers, presque flottant, comme s'il avait déjà pris possession des lieux. Quand je lui ouvris, il s'arrêta un instant, surpris par mon allure, puis esquissa un sourire insolent. « Tu es élégante ce matin », lâcha-t-il, un sourcil arqué. « On fait quelque chose ?» Je réponds calmement « Oui, mais il est temps de dire la vérité. » Il plissa les sourcils, visiblement perplexe, et pénétra dans l'appartement, déposant son manteau sur une chaise comme s'il en avait toujours été le maître. Je le laissai prendre place, lui servis un café et m'assis face à lui. Il finit par remarquer la pochette posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en se penchant. « Ce sont les documents que tu attendais sans oser réclamer, » répondis-je calmement. « Tu voulais que je signe pour te céder ma part de l'appartement, n'est-ce pas ? Eh bien, tu ne signeras rien. Cette fois, c'est toi qui vas signer. » Je tirai la pochette vers moi et en sortis la requête de divorce. Je la posai devant lui. Son visage se décomposa légèrement, mais il tenta de garder contenance. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis ton mari. Après tout ce temps, tu crois pouvoir balayer 35 ans comme ça ?» Je soutins son regard sans faiblir. « Oui, parce que c'est exactement ce que tu as fait. Tu es parti sans un mot. Tu nous as laissés, moi et notre fils. Tu n'as jamais contribué, jamais appelé, jamais même écrit une lettre pour dire si tu étais vivant ou mort. Et maintenant, tu reviens en pensant que je vais tout te donner. » Je lus dans ses yeux une lueur de rage mêlée, surtout, à la peur. Il croyait avoir un plan, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois prête. « Je pensais qu'on pouvait arranger ça, » murmura-t-il, moins assuré qu'au début. « Tu as toujours été raisonnable, » ajouta-t-il. « Tu pensais peut-être, coupai-je sèchement, mais ce temps est révolu. » Il se leva brusquement. La chaise racla sur le sol. « Très bien, » cracha-t-il. « Tu veux la guerre ? Tu crois pouvoir me traiter comme un mendiant après tout ce que nous avons vécu ? Je te préviens, je ne me laisserai pas faire. » Je me levai à mon tour, posai les mains sur la table et répondis d'une voix glaciale. « Tu n'as jamais eu ta place ici. Tu ne l'auras pas aujourd'hui non plus. La justice tranchera, et crois-moi, elle tranchera en ma faveur. » Il resta figé quelques secondes, les poings serrés, respirant difficilement. Puis, sans un mot de plus, il saisit son manteau et sortit en claquant la porte. Je m'effondrai sur la chaise, fermant les yeux. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'avais pas peur. Pas cette fois. C'était terminé. Enfin terminé. Le lendemain, je me rendis au tribunal du 10e arrondissement pour déposer la requête de divorce. Quand je remis le dossier au greffe, mes mains tremblèrent légèrement, mais un sourire se dessina sur mon visage. La greffière leva les yeux vers moi et dit d'un ton neutre : « Vous êtes courageuse, madame. » Je ne répondis rien, mais je savais qu'elle avait raison. Les jours suivants, il frappa à ma porte à 2 reprises. La première fois, je ne répondis pas. La deuxième, je l'aperçus par le Judas, le visage fermé, et resté immobile jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Puis, il disparut complètement. Je retrouvai enfin la quiétude de mon appartement. Je redécouvris la chaleur de mon foyer, le plaisir de préparer mes repas pour moi seul, le silence rassurant des soirées d'hiver.
Les gobelins n'avaient jamais semblé aussi accueillants à mes yeux. Je marchais dans la rue la tête haute, sentant dans chaque pas la force de ce que j'avais accompli. Je compris qu'il fallait parfois perdre des années pour retrouver la paix. Je compris aussi que ceux qui reviennent après tant d'absence ne le font jamais pour de bonnes raisons, et je jurai de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approprier ce que j'avais bâti. Je restai droite, et dans ce silence retrouvé, je n'avais plus besoin de hausser la voix. J'avais déjà gagné. Quelques semaines passèrent, et l'hiver s'installa définitivement sur les Gobelins. Peu à peu, je retrouvai ma vie d'avant. Il ne reparut jamais. Pas une visite, pas un mot, pas une lettre. Et c'était mieux ainsi. Pourtant, dans mes journées, je croisais encore parfois des ombres de lui, une silhouette sur le trottoir, une posture familière, une voix grave derrière moi au marché, un parfum connu dans le métro. Mais à chaque fois que je tournais la tête, ce n'était jamais lui. Tant mieux. Je pensais que la colère disparaîtrait avec le lancement du divorce, mais elle s'était transformée en une détermination plus froide, plus solide. J'avais enfin compris qu'on ne reconstruit pas 35 ans perdus, on les enterre. Et c'est exactement ce que je fis. Je repris contact avec mon notaire. Nous travaillâmes à verrouiller chaque détail. Testament, héritage, donation. Tout fut écrit noir sur blanc. Cette fois, personne ne pourrait réclamer ce que j'avais gagné seul. Je voulais que tout soit clair pour moi et pour mon fils. Je n'avais pas revu mon fils depuis plusieurs mois. Il vivait en banlieue, absorbé par ses propres problèmes de couple. Je ne lui avais jamais parlé du retour de son père. Je savais qu'il ne comprendrait pas et qu'il aurait peut-être même été en colère contre moi d'avoir rejeté celui qu'il avait tant attendu dans son enfance. Mais ce secret, je le gardais pour moi. Je le protégeais encore à ma façon. Je reprenais mes petites habitudes. Tous les mercredis, je retrouvais une amie au café au coin de la rue Claude Bernard. Nous parlions de tout et de rien, et rions doucement des souvenirs partagés. Je prenais plaisir à redécorer l'appartement, à faire briller les vitres, à changer les rideaux comme si je voulais effacer toute trace de son passage. Puis, un matin, la concierge m'appela discrètement alors que je descendais chercher mon courrier. « Madame Rousseau, je crois que vous devriez savoir. » Elle hésita un instant avant de me tendre un petit bout de papier froissé. Une adresse était griffonnée à l'autre bout de Paris, dans le 20e, et en bas, un mot maladroit, « Si tu veux me voir, je suis ici. » Je regrette. Je refermai le papier dans ma main et sentis mes doigts se crisper. Il avait osé, malgré tout ce qu'il avait tenté, tous ses mensonges, ses manipulations, ses humiliations. Il espérait encore me revoir. Il avait même trouvé le moyen de me faire parvenir ce dernier mot par la concierge, comme un enfant pris en faute. Je remontai chez moi, posai le papier sur la table et le regardai longuement. Je n'y lus surtout que son désespoir, et malgré moi, une vieille douleur se réveilla au fond de moi. Il était seul, sans rien, comme il l'avait mérité. Mais je n'y allai pas. Je ne répondis pas, par un mot. Les semaines suivantes, d'autres notes apparurent, glissées dans ma boîte aux lettres. Jamais signées, mais toujours reconnaissables. « Je suis malade », disait l'une. « Je ne mange plus », disait l'autre. Puis plus rien. Le silence. Je compris alors qu'il avait enfin saisi que le silence que j'avais opposé à ses supplications était la seule réponse possible. Il avait cru pouvoir jouer avec ma dignité, et je lui avais montré que la mienne valait plus que tout. Dans la solitude retrouvée de mon appartement, je me surpris parfois à penser à lui, à ce qu'il avait été, à l'homme dont j'étais tombée amoureuse jadis. Mais ces pensées ne duraient jamais. Elles étaient rapidement chassées par une certitude nouvelle. Cette fois, il n'y aurait pas de retour. Cette fois, il ne m'aurait plus jamais. Quelques mois plus tard, la concierge m'annonça timidement qu'il avait été hospitalisé à Lariboisière. Je me contentai de répondre sans sourciller que ce n'était plus mon affaire. Ce jour-là, je compris enfin une chose, on ne tend jamais la main à celui qui l'a déjà mordu. On ne guérit pas en revenant sans cesse en arrière. Et moi, je marchais désormais droit devant. Le printemps était revenu aux Gobelins, et avec lui, une lumière nouvelle baignait la rue. Elle s'infiltrait dans mon appartement, courait sur les murs, comme pour me rappeler qu'il y avait encore de la vie à vivre. Je me mis à ouvrir mes fenêtres plus tôt le matin, à nettoyer avec plus de soin, à m'offrir parfois des bouquets de tulipes ou de renoncules au marché. À 60 ans passés, je redécouvrais le plaisir d'un quotidien où rien ni personne ne planait comme une menace au-dessus de moi. Les semaines s'étaient écoulées depuis ce dernier mot griffonné qu'il m'avait fait passer par la concierge. Je n'avais jamais répondu, ni cherché à le revoir. Il resta hospitalisé plusieurs semaines.
Puis la concierge m'apprit qu'il avait quitté l'hôpital, puis Paris. Je n'avais pas demandé où. Cela n'avait plus d'importance. Mais une chose demeurait, cette colère froide qui avait mûri en moi et l'énergie étrange qu'elle m'avait donnée. Elle ne me quittait plus et chaque jour me poussait à avancer un peu plus vers la sérénité, la vraie. Un matin de mai, je reçus un courrier de l'avocat chargé de mon divorce. La procédure était officiellement close. Je pris l'enveloppe, la déposai sur la table, l'ouvris lentement et en sortis le document. Tout était signé. Il n'avait pas contesté. Pas cette fois. Je relus son nom en bas de la page et ressentis une vague d'apaisement me traverser. Il n'avait plus de prise sur moi. Il ne pourrait plus jamais prétendre que je lui devais quoi que ce soit. J'avais gagné et pour la première fois depuis longtemps, un petit rire m'échappa. Discret, mais sincère. À partir de ce jour, quelque chose en moi se débloqua. Une envie de respirer plus largement, de m'autoriser à exister pleinement. Je repris contact avec des amis perdus de vue. J'acceptais enfin les invitations qu'on me proposait depuis des mois. Je me surprenais même à déjeuner seul en terrasse, un roman à la main, quand le soleil était présent. Au marché, le fromager me glissa un jour « Vous êtes radieuse, Madame Rousseau. On dirait que vous avez 10 ans de moins. » Je souris simplement et répondis « Je me sens plus légère. » Je croisais aussi des visages connus dans le quartier, des commerçants et des voisines qui m'avaient vu avant et qui maintenant me regardaient autrement. Comme si cette traversée silencieuse m'avait donné une nouvelle stature. Dans leurs yeux, il n'y avait plus de pitié pour la femme trompée ou abandonnée, mais un respect, presque une admiration. Étrangement, je me sentais prête à faire la paix avec moi-même. Il me fallut du temps pour revenir au tiroir où j'avais rangé les lettres qu'il m'avait envoyées depuis l'hôpital. Toutes regroupées dans la même chemise. Je les relus lentement. À travers ces lignes maladroites, je devinais qu'il avait compris. Il n'attendait plus de pardon. Mais ce n'était pas pour lui que je les lisais. C'était pour moi. Pour constater que je n'éprouvais ni haine ni désir de vengeance, seulement un détachement absolu. Un matin de juin, je me levai avec la ferme intention de tourner la page. Je pris les lettres, les mis dans une enveloppe Kraft et descendis dans la cour. Là, devant la poubelle, je les laissai tomber une à une. Puis je refermai le couvercle et remontai sans me retourner. La vie reprit son cours, douce, lente, enfin à moi. Pourtant, certains soirs, quand la ville s'endort et que la lumière bleue du crépuscule envahit la pièce, il m'arrive encore de penser à lui. À cet homme jeune et fougueux que j'avais aimé il y a si longtemps. Je me demande ce qu'il reste de lui là où il vit maintenant. Je me demande s'il regrette. Puis je chasse ces pensées d'un revers de main et retourne à mon livre, à ma tasse de thé, à mon silence. Car désormais, ce silence est le mien. C'est dans ce silence que j'ai trouvé ma force, ma dignité et ma liberté. L'été arriva sur Paris comme un souffle chaud et lumineux, apportant une douceur que je n'avais pas connue depuis des décennies. Au Gobelin, les rues bruissaient de passants plus légers. Les terrasses s'animaient jusqu'à la tombée de la nuit. Les enfants couraient dans la cour de l'immeuble en riant. Moi, j'avais trouvé un rythme apaisé, ponctué de petites habitudes que je savourais enfin pour moi. Je continuais d'aller au marché le jeudi et le dimanche. Je passais à la librairie de la rue Claude Bernard chercher un roman ou deux. Puis je m'asseyais sur un banc de la place d'Italie, un café glacé à la main, lisant sous le soleil et écoutant le bruissement alentour. Plus personne ne venait troubler ma paix. Je sentais qu'une page se tournait vraiment, que l'histoire de cet homme qui avait été mon mari glissait enfin dans le passé. Pourtant, au fond de moi, une partie guettait encore, comme si un coin de mon cœur attendait une dernière chose, une explication, peut-être, ou simplement une fin plus nette. Je croyais avoir réglé mes comptes avec lui, mais persistait ce besoin sourd de lui dire face à face tout ce que je n'avais jamais pu dire. Et c'est cet été-là qu'il m'écrivit une dernière fois. La lettre arriva un matin de juillet, dans une enveloppe blanche sans timbre, déposée à la main dans ma boîte aux lettres. Son écriture était la même, légèrement penchée, trop appuyée, comme si chaque mot lui coûtait. Je l'ouvris debout dans le couloir et lus « Je ne viendrai plus te déranger. Je pars définitivement. » Je voulais simplement lui dire que j'avais compris. Que j'avais vu ce qu'il était devenu. Que je savais maintenant que j'étais plus forte que lui. Je l'avais toujours été. Pardonne-moi de ne pas avoir supporté, de ne pas avoir su être à la hauteur. J'ai été lâche. Tu avais raison de ne plus me répondre. C'était juste un adieu. Je restai là longtemps, la feuille tremblante entre mes doigts. Pas de promesses, pas de demandes, pas de faux espoirs. Seulement ces quelques mots comme une ultime reconnaissance.
Dans le silence du couloir, les larmes montèrent à mes yeux. Pas des larmes de douleur, mais un soulagement inattendu. Ce soir-là, je pris mon carnet vierge et commençai à écrire. Je couchai sur le papier toute la vérité de ces 35 années. La peur, la colère, la solitude, puis la dignité retrouvée. J'écrivis pour moi, et peut-être pour toutes celles qui se retrouveraient seules et humiliées, à se demander si elles pourraient encore se relever. Plus j'écrivais, plus mes mots traçaient un chemin clair entre mon passé et ce que je voulais encore vivre. Les jours suivants, tout devint plus léger. Je retrouvai Monique, mon amie du café, et nous partîmes passer un week-end à la mer. L'air salé emplissait mes poumons, le vent balayait mes dernières colères. Nous marchions sur la plage, riant, et je me disais, voilà ce qu'il me fallait. Voilà ce qu'il fallait pour tourner la page. De retour à Paris, je pris une décision que je n'avais jamais osée. Je m'inscrivis à des cours de peinture à la mairie. J'avais toujours rêvé d'apprendre à peindre, mais je n'avais jamais trouvé le courage de prendre ce temps pour moi. Mon premier cours eut lieu un mercredi matin dans une salle claire et lumineuse de la rue Mouffetard. Assise devant ma toile blanche, je sentis quelque chose renaître en moi. Un jour, en marchant rue Broca, je croisai une jeune femme qui me regardait intensément. Puis, doucement, elle me dit « Vous êtes Madame Rousseau, n'est-ce pas ?» « Oui », répondis-je, surprise. Je voulais simplement lui dire que je l'avais vue au tribunal, une dernière fois, quand elle déposait son dossier. Elle avait l'air si forte. Elle m'avait donné le courage de faire de même. « Merci », murmurai-je. Elle s'éloigna avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Mais en la regardant partir, je compris que tout ce que j'avais traversé n'avait pas été vain. Au bout de ce long chemin, j'avais appris la leçon la plus précieuse, on peut survivre à tout. On peut perdre, pleurer, tomber, et pourtant se relever fière et droite. Tant qu'on ne renonce pas à soi-même, personne ne peut vous effacer. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ouvris la fenêtre sur la nuit parisienne. Je murmurais dans le silence, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Désormais, tout cela m'appartient. Ma vie, mes choix, ma paix. L'été s'éteignait doucement et septembre étendait son voile doré sur Paris. Au Gobelin, les marronniers semblaient rajeunir. La lumière du soir s'étirait sur les pavés et le vent frais s'engouffrait dans les ruelles. Je savourais ces journées paisibles dans mon appartement enfin tranquille, entre des murs silencieux où je n'entendais plus que mes pas, mes mots, mes pensées. J'avais l'impression d'avoir retrouvé une part de moi-même que j'avais perdue depuis longtemps. Je continuais mes cours de peinture chaque mercredi matin. Devant ma toile blanche, je découvrais le plaisir d'imaginer, de créer, de me tromper et de recommencer. Je choisissais des couleurs que je n'aurais jamais osé porter autrefois. Des bleus éclatants, des jaunes lumineux, des rouges puissants. C'était comme si, enfin, je pouvais peindre ce que je n'avais jamais su dire. Un soir d'automne, je reçus un appel inattendu. C'était mon fils. Je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Sa voix tremblait légèrement à l'autre bout du fil. « Maman, je suis passée au Gobelin cet après-midi. La concierge m'a dit qu'elle ne t'avait jamais vue aussi heureuse. Elle avait raison. Je t'ai vue dans la rue. Tu souriais. Ça faisait longtemps. » Je restai silencieuse, profondément touchée. Je voulais te dire merci pour tout. Je crois que je comprends maintenant ce que tu as enduré et pourquoi tu ne voulais plus de lui, ajouta-t-il. Ces mots, je les avais attendus si longtemps. Ma gorge se noua, mais je ne laissai pas les larmes couler. Je pris une grande respiration et répondis doucement. Il n'est jamais trop tard pour comprendre ni pour recommencer. Cette conversation marqua pour moi la fin de quelque chose. Comme si enfin ce cercle douloureux s'était refermé, laissant place à un espace plus vaste, plus lumineux. Je n'avais plus besoin de me battre, plus besoin de justifier mes choix. Je pouvais avancer plus légère, plus libre. Cet hiver-là, Paris se drapa de neige. Je me surpris à déambuler seule dans les rues immaculées, à contempler les toits poudrés et les vitrines scintillantes. La solitude ne m'effrayait plus. Elle avait perdu son goût amer d'autrefois. Elle était devenue une compagne douce, presque protectrice, qui m'autorisait à écouter mon propre silence. Je me mis à écrire des lettres que je n'enverrais jamais. Des lettres où je laissais libre cours à tout ce que j'avais gardé pour moi, ma colère, ma peine, mes espoirs déçus, mais aussi ce que je pouvais encore lui souhaiter malgré tout. Une fin digne, un peu de paix, parce que même ceux qui trahissent méritent parfois une paix lointaine. Je rassemblai ces lettres dans un petit cahier que je glissai dans le tiroir de ma table de nuit. Elles n'étaient pas pour lui. Elles étaient pour moi, pour me rappeler que j'avais survécu, que j'avais tenu bon. Puis,
Au printemps suivant, la concierge me tendit un courrier venu d'une petite ville du sud. Je l'ouvris. C'était un certificat de décès. Il était parti seul, dans une chambre d'hôpital, sans proche, sans mots, sans adieu. Je refermai l'enveloppe, la reposai sur la table et restai un moment les yeux fermés. Je ne pleurais pas. Je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais, que je n'avais rien à me reprocher. J'étais restée droite jusqu'au bout. Le lendemain, je pris une toile blanche et peignis un ciel immense, traversé de lumière. Ce ciel, je le peignis pour moi, pour rappeler qu'il y avait toujours de l'espace pour respirer, toujours de la lumière derrière les nuages. Ce soir-là, assise à ma fenêtre, je regardais Paris s'endormir doucement et je me murmurais à moi-même. On peut survivre à tout, même à ceux qui prétendaient nous aimer. On peut pardonner sans oublier. Et dans ce silence retrouvé, on peut trouver la justice la plus pure et continuer à vivre. Pour la première fois depuis très longtemps, un sourire tranquille s'échappa de mes lèvres. Je compris que j'avais gagné, non pas contre lui, mais pour moi. Et c'était tout ce qui comptait.